présidence a été un succès, malgré la pandémie qui a certainement perturbé l'agenda et empêché certaines initiatives de se déployer comme on l'aurait souhaité, de ce qui a été accompli pendant cette période sous le leadership du président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamedou Cheikh Al Ghazouani. Ce bilan, nous le tenons de son dynamisme certainement, mais nous le donnons du concours reçu de ses collègues. Cette période a permis plusieurs rencontres de très haut niveau. 2 sommets du G5 Sahel, 2 rencontres avec le président du Conseil de l'Union européenne, un sommet avec la directrice générale du Fonds monétaire international et le président de la Banque mondiale. Ces différentes rencontres ont permis de consolider les relations entre le G5 Sahel et des partenaires majeurs à travers le monde. Elles ont permis aussi de faire un plaidoyer très fort pour le renforcement de la capacité de la force conjointe, pour redynamiser et étoffer les forces armées nationales, faire un plaidoyer pour lutter contre la Covid-19, pour l'annulation de la dette et pour la mise en place de la coalition pour le Sahel. Cette période a aussi été marquée par le parachèvement de la réforme du secrétariat exécutif qui était attendue depuis quelques années. Il nous a fallu innover à tous les échelons. Appel commun des présidents en faveur de l'annulation de la dette, adoption de mesures socio-économiques d'accompagnement par les ministres et production d'un aperçu quotidien de la situation sanitaire dans l'espace G5 Sahel grâce au travail de la Task Force. Cette Task Force avait pour mission de collecter des informations sur l'évolution de la dette dans les États membres. Et sur la base de ces informations, nous produisions périodiquement des rapports. Et ces rapports-là, nous les partageons aux États membres et aux partenaires. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que cette force a pris un certain nombre de mesures pour prévenir et assurer la gestion de la pandémie au niveau du secrétariat exécutif. Troisième chose importante que cette task force a fait, c'est la coordination des activités avec les partenaires. Donc nous avons travaillé avec nos partenaires au développement et ce travail a porté ses fruits. Je peux citer entre autres l'appui de la Banque africaine de développement d'un montant de 20 millions de dollars au pays du G5 Sahel pour le financement du projet de lutte contre la pandémie. Ce projet qui est articulé essentiellement autour des plans nationaux de riposte. Cet appui permet d'apporter des réponses sanitaires, mais aussi de renforcer la résilience des populations qui vivent dans les zones transfrontalières. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets et programmes du G5 Sahel, la pandémie de Covid-19 a eu quand même des impacts et a contribué à ralentir la mise en œuvre des activités. Et le PATI, c'est-à-dire le projet d'aménagement territorial intégré, c'est une composante du PIP, c'est-à-dire du programme d'investissement prioritaire, qui a été financé par l'Union économique et monétaire ouest africaine, l'UEMOA, à hauteur de 1 milliard de francs CFA, et qui se met en œuvre dans la zone de l'Iptako Gourma, donc dans le fuseau centre du G5 Sahel, à travers la C3 Sahel, qui est une collectivité, qui est un regroupement de collectivités territoriales de cette zone-là. Et le PATI a 4 composantes majeures. Une composante qui concerne la remise en état du centre hospitalier régional de la ville de Dori, qui est un centre régional pour les 3 pays dans cette partie là-bas. Une deuxième composante qui concerne l'aménagement de l'abattoir de la ville de Tillabéri au Niger. Et une troisième composante qui concerne la construction de magasins de stockage d'aliments de bétail à Gossi, c'est-à-dire au Mali. Et une quatrième composante qui concerne l'aménagement d'une aire pastorale à cheval entre les 3 pays pour permettre de développer l'élevage là-bas. Et naturellement une composante transversale qui concerne la formation de tous les bénéficiaires de ces 3 activités qui vont être mises en œuvre dans cette partie. Donc malgré la survenue de la pandémie,
on a pu continuer la mise en œuvre des activités. L'axe gouvernance a quand même pu développer certaines activités. En ce qui concerne les jeunes, sur l'année 2020, nous avons réussi enfin à signer les statuts du réseau des jeunes que nous avons mis en place sous forme d'une coordination des CNJ, les centres nationaux de la jeunesse des pays du G5 ou équivalent, parce qu'en Mauritanie, ça s'appelle le Haut Conseil de la jeunesse. Nous avons également signé un document important qui est une espèce de convention qui va gérer les rapports entre le secrétariat exécutif du G5 et la CCNJ, donc la coordination des CNJ des pays du G5, ce qui nous permettra de travailler en bonne intelligence avec les jeunes du G5, des pays du G5 Sahel. Enfin, projet important pour la jeunesse, la RJS, la radio Jeunesse Sahel, une radio transnationale qui va avoir un siège régional à Ouagadougou, mais qui va émettre dans l'ensemble des pays membres du G5 avec des antennes dans chacun des pays. Sur les questions de radicalisation et d'extrémisme violent, dans le cadre des activités de cette cellule, sur l'année 2020, nous avons achevé l'élaboration du lexique qui parle de la terminologie à utiliser pour caractériser le phénomène de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Ce qui est important ici à souligner, c'est que ce lexique-là a été traduit dans des langues nationales qui sont parlées dans ces 5 pays du G5. Il s'agit de l'arabe, il s'agit du Haoussa, du Moré, du Bamanankan ou Bambara, du Peul ou Fulfulde. Lié à ces questions de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent, un document extrêmement important que nous appelons le guide régional d'appui aux pays en vue d'élaborer leur propre stratégie nationale de prévention de la radicalisation. Et en fait, un pays comme le Niger, en s'inspirant des préconisations de ce guide régional, a élaboré sa propre stratégie nationale de prévention de la radicalisation qui a fait l'objet d'une cérémonie de lancement au mois de novembre, si je ne m'abuse, cérémonie à laquelle nous avons participé en virtuel avec une déclaration de monsieur le secrétaire exécutif du G5. Et d'autres pays, c'est le cas du Burkina, sont en train d'emboîter le pas au Niger pour élaborer leur stratégie. C'est donc le cas du Burkina et également dans une moindre mesure du Tchad. Et on attend que la Mauritanie et le Mali. En ce qui concerne le genre, nous avons, avec la plateforme régionale des femmes du G5, initié un certain nombre de projets que nous appelons des projets à impact rapide, en particulier sur les populations transfrontalières. Il s'agit, au-delà des formations ou de renforcement de capacités, de projets qui concernent des plateformes multifonctionnelles. Ce sont des machines, des petites machines qui vont aider les femmes à alléger le fardeau du travail ménager. Et nous sommes en train d'élaborer aussi la politique genre du G5 Sahel. J'espère que cette politique genre, on aura fini de l'élaborer au courant de cette année 2021. Au niveau du G5 Sahel, la prise en compte du genre se fait à différents niveaux. Nous avons le niveau institutionnel. Nous sommes en train d'élaborer la politique genre du G5 Sahel qu'on a entamée au courant de l'année 2020. Cette politique genre sera un instrument fondamental pour l'institution pour permettre aux différents parties prenantes de comprendre le genre d'une façon commune, aussi de prendre des engagements au niveau de l'institution. À cet effet, nous avons récemment organisé une formation sensibilisation de tout le personnel du G5 Sahel en genre, incluant aussi certains partenaires. Et cette série de formations nous a aussi permis d'organiser des consultations au niveau du personnel pour avoir plus de retour au niveau de la politique genre du G5 Sahel. Toujours au niveau des formations et de la sensibilisation au niveau du genre, nous avons entamé des séries de formations en faveur de la force conjointe et des forces de défense et de sécurité du G5 Sahel. Cela contribue aux bonnes relations entre les populations et les forces de défense et de sécurité. La force conjointe du G5 Sahel, qui est une force opérationnelle actuellement, qui est composée de bataillons
de chacun de nos pays, qui est équipé par les pays et par nos partenaires internationaux et qui actuellement, je dis, est opérationnel, particulièrement dans la zone des 3 frontières, dans la zone de Liptako-Gourma, qui fait le noyau de la concentration actuellement de la menace. La force conjointe agit aussi avec les forces nationales et avec nos partenaires tels que Barkhane. Le collège de défense du G5 Sahel n'est pas en reste. Il a subi aussi les effets de la pandémie de la Covid-19. Mais malgré cela, le collège a tenu, dès le mois d'avril, à s'adapter à cette nouvelle donne pour éviter une année blanche. Il a fallu prendre des mesures très particulières, aussi bien au plan pédagogique, au plan équipement. 2 plateformes d'enseignement à distance qui ont permis d'achever la scolarité et de prodiguer l'enseignement tel qu'il était prévu à tous ces stagiaires qui étaient confinés déjà dans leur pays. Et le collège a pris les dispositions pour leur permettre aussi de pouvoir bénéficier d'une connexion forte chez eux afin de pouvoir suivre les cours et même les exercices opérationnels à distance. Sur le plan équipement et infrastructure, il a pu équiper un amphithéâtre digne d'une école de guerre. Il a bénéficié d'un appui important du secrétariat exécutif du G5 Sahel qui a permis de construire une infirmerie devenue opérationnelle depuis le mois de septembre. On a instauré un Master 2 en défense et relations internationales. Dans cette nouvelle promotion, nous avons quand même 6 étrangers au G5 Sahel, 6 Saoudiens. Ça dénote aussi de l'intérêt désormais et de la réputation qu'a le collège sur le plan international. L'actualité récente a rappelé à quel point notre action est requise pour offrir sécurité et prospérité à nos concitoyens du Sahel. Qu'il s'agisse d'améliorer l'accès aux soins de santé, de garantir la protection des civils au moyen du respect du droit international humanitaire par les parties au conflit, pour ne citer que ces exemples, il nous faut approfondir notre œuvre et la faire connaître. Parmi les projets à fort potentiel, je citerai notamment le lancement d'une facilité de financement destinée aux PME et ONG permettant d'atteindre les objectifs de notre programme de développement d'urgence. En outre, nous notons le soutien politique et financier croissant des institutions africaines, Banque africaine de développement, Union africaine et Union économique et monétaire ouest-africaine. Par ailleurs, il nous semble très important de traduire les subventions ou prêts en intervention avec un impact tangible. C'est ce à quoi nous nous employons avec la Banque africaine de développement dans les domaines de la jeunesse et du soutien à l'entrepreneuriat. Événement majeur en 2020 a été la mise en place de la coalition pour le Sahel précédée par la réunion marquante de Pau, suivie par celle de Nouakchott en juin 2020. Cette réunion a permis d'élaborer une feuille de route constituée de jalons précis et mesurables avec un calendrier et un mécanisme de suivi régulier sur le terrain. Et les résultats ont suivi avec des opérations mieux ciblées et synchronisées entre nos alliés, dont la force Barkhane, avec le soutien constant de l'Union européenne et l'accompagnement des Nations Unies. Il va nous falloir consolider la montée en gamme de la force conjointe en lui donnant les moyens de s'acquitter de sa mission afin que la stabilité progresse dans les États membres de notre organisation régionale.